Bonjour Laurence, Bonjour Alexandre. merci de nous avoir fait cette proposition de contribution pour la promotion du dernier numéro d'Ornicar, les 5 grands entretiens au champ freudien. Euh, Écoutez, je vous laisse tout de suite la parole pour que vous disiez un petit peu quelle est votre lecture de ce numéro. Oui, ce numéro d'Ornicar où figure ce grand entretien nous ramène à la richesse d'une époque d'effervescence théorique dans les années 1960, 70, 80, où, comme l'indique Jacques-Alain Miller, la psychanalyse avait une parenté innombrable, quand transparaissait l'affinité fondamentale de la psychanalyse et de la conversation. À cette époque, le structuralisme battait son plein et les spécialistes de diverses disciplines avaient, semble-t-il, un plaisir particulier à échanger et confronter leurs points de vue. Les autrices de l'introduction à ce numéro écrivent qu'on y rencontre le scientifique au travail, aux prises avec son objet, sa saisie, et ce que la discussion fait surgir de ce qui y résiste. Elles y voient la matière hors temps du mystère du corps parlant et du non-rapport sexuel. Elle rappelle que, ce qui sera très net dans le grand entretien avec Georges Dumézil, ces discussions suggèrent directement ou indirectement l'implication d'une théorie générale de la fonction symbolique en rapport avec la structure du langage. Les 5 entretiens rassemblés ici ont été menés auprès de différents chercheurs de l'époque par des équipes qui font rêver. Celui auquel nous nous intéressons aujourd'hui, qui date de février 1979, a rassemblé autour de Dumézil Alain Gros-Richard, Joël Griswald, Jacques-Alain Miller, Jean-Claude Milner, Claude Dumézil et François Regnault. Georges Dumézil, qui a vécu de 1898 à 1986, est un linguiste, historien des religions et anthropologue. Il a développé un énorme travail, particulièrement centré sur les sociétés indo-européennes. Sa thèse centrale s'était sur ce dont témoignent aussi bien la mythologie que les récits fondateurs ou les institutions sociales. Il distingue en effet dans le monde indo-européen une permanence de 3 grandes fonctions qui structurent la société. D'abord la fonction du sacré et de la souveraineté, qui est sacerdotale, intellectuelle ou juridique. Deuxièmement, la fonction guerrière. Troisièmement, la fonction de production et de reproduction. Et ceci tout d'abord en Inde, mais aussi dans la Rome antique, en Germanie, chez les Celtes, chez les Ossètes, qu'il a étudié en premier lieu. Notre société médiévale en témoignerait très clairement. Lors de cet entretien, ce qui est frappant est que si les échanges sont toniques, brillants, si la curiosité est très présente, les registres des discours restent différents. On ne parle pas la même langue. Une rencontre ne se fait pas vraiment. Du côté des psychanalystes, beaucoup de questions autour des notions de liberté, de sexualité, d'amour, de castration, de la loi avec ses exceptions, de la confrontation entre l'ordre symbolique évoqué par Dumézil et la réalité des faits. Du côté de Dumézil, une très grande érudition, de fines précisions sur la méthode suivie, une justification du système qu'il a mis en place, l'usage de la notion d'évidence qui vaut peut-être dans un raisonnement de type scientifique, mais peut amener aussi à éviter certaines questions. J'essaierai d'en donner quelques exemples au fil des thèmes abordés lors de l'entretien. L'entretien démarre autour du livre récent de Dumézil, Mariage indo-européen. Au sein d'une classification des types de mariage en Inde, corrélés de plus ou moins près aux 3 fonctions, les intervieweurs ont repéré une forme de mariage fondée sur un principe de liberté, même relative, surtout associé à la classe des guerriers. C'est d'ailleurs le seul moment de cet entretien où Dumézil évoquera la notion de kama, qui recouvre le désir, la volonté libre, l'amour, la passion, et qui vaut pour les 2 partenaires. Il relève, je cite, « Les termes qui signifient prendre position par soi-même sont de façon écrasante du vocabulaire propre à la seconde fonction, les guerriers.
autant que la force. Phallus symbolique, autour duquel s'ordonne l'ordre social en même temps qu'il est possible de s'y opposer. Si Dumézil s'est mis à énoncer des principes, c'est parce que des imitateurs imprudents, comme il dit, se sont mis à découvrir partout les trois fonctions. Il énonce la notion d'évidence comme une de ses références méthodologiques. Et pour lui, une évidence, c'est quand on peut dire « c'est évident, ça ne se discute pas ». Alors les intervieweurs essaient de le mettre sur le terrain de la confrontation entre ce qu'il appelle l'idéologie et la réalité sociale. La trifonctionnalité se rencontre-t-elle en se promenant dans la rue, demande en substance Jean-Claude Milner. Jacques-Alain Miller fait remarquer « On a le sentiment que vous avez, au fur et à mesure de vos travaux, accentué toujours davantage cette indépendance du symbolique ou de l'imaginaire par rapport à la réalité. » Jacques-Alain Miller parle de systématisation primaire. Ils tentent ensemble d'articuler les propos de Dumézil à la psychanalyse à partir des questions suivantes. Effet du nomadisme ou de la sédentarité, effet de l'apparition des textes écrits après qu'ils aient été longtemps transmis oralement, conscience que les sujets peuvent avoir de cette organisation trifonctionnelle, rapport avec un ordre juridique impliquant ces transgressions, donc ces sanctions. Dumézil fournit beaucoup d'exemples. Il est clair que sa théorie trifonctionnelle est une trouvaille très intéressante et efficace, mais souvent il ne semble pas entendre vraiment ce qu'on tente de lui dire, ce qui n'empêche pas de mesurer l'ampleur et la précision de son travail. Jacques-Alain Miller introduit à plusieurs reprises, et sous diverses formes, la question de la sexualité et du désir. D'abord à partir de la loi. Qu'en est-il d'une union sexuelle illicite? Puis en évoquant le prélèvement fait par Dumézil sur ce qu'on peut appeler l'ensemble des relations sexuelles. Réponse: il n'y a pas de documents anciens sur la sexualité indo-européenne. On peut alors se demander quel statut il accorde à des textes justement tels que le Kama Sutra, certes assez tardifs, mais pas plus que certaines autres de ses références. Jacques-Alain Miller insiste. Mais la sexualité, la fécondité, le plaisir, la jouissance, est-ce que ce ne sont pas là des termes qui se prêteraient aussi à une organisation structurale? Quant à Alain Gros-Richard, il relève que les travaux de Dumézil font ressortir le très grand pouvoir symbolique que confère l'abstinence ou la castration. Cela n'enveloppe-t-il pas, demande-t-il, comme une théorie indo-européenne du pouvoir dans ses rapports à la sexualité? Ornicard restitue le suspens introduit chez Dumézil par cette question. Et qu'en est-il des domaines de la sexualité déréglée, maudite, sauvage, comme envers de la civilisation ou de l'amour aussi? Pour Dumézil, je crois que dans les sociétés dont nous parlons, dit-il, la question de l'amour ne se pose guère. François Regnault constate l'échec du groupe présent à trouver avec Dumézil un moyen de définir une spécificité de la sexualité indo-européenne. Comme s'il y avait, dit-il, un degré d'évidence. Tout le monde sait ce qu'est la sexualité, le droit, l'amour, etc. François Regnault, qui cherche à faire des exercices pratiques avec les trois fonctions, montre qu'il n'est pas évident d'attribuer une fonction à une situation concrète. Jacques-Alain Miller fait remarquer à Dumézil la présence de simulacres d'action sexuelle avec des stances obscènes dans le grand rituel védique qu'est le sacrifice du cheval. Certaines réponses sont assez étonnantes. Dumézil évoque le goût universel pour la gaudriole et les plaisanteries gauloises sur l'acte sexuel. Impossible de creuser ici ce que cherchent les psychanalystes. Faire apparaître les invariants d'une sexualité indo-européenne. Certaines impressions d'un n'en rien vouloir savoir chez Dumézil. Et lorsque Jacques-Alain Miller l'interroge sur le désir, Dumézil reste quoi? Tout en niant avoir une répugnance particulière pour toute interprétation qui se dit d'inspiration psychanalytique. Mais dans son système,
Le mariage, c'est la procréation. À la fin de l'interview s'exprime une forme de regret n'avoir pas choisi la voie de l'étude des atomes à la place des enquêtes humanistes. Ce qui peut laisser entendre que Dumézil voyait qu'il s'était engagé dans une systématisation bien compliquée et avait rencontré une forme de ratage. Dans un autre entretien avec Didier Héribon, son commentaire est plus joyeux et laisse entrevoir la jouissance. Même si j'ai tort, ma vie scientifique aura eu une fonction. Elle m'aura amusé. Mes Indo-Européens seront des constructions hors du réel. Ce n'est déjà pas si mal. Dans son texte « Un impossible accord, amour et non-rapport sexuel », Sophie Marais-Malval évoque le 6e paradigme de la jouissance tel que Jacques-Alain Miller le présente à partir du séminaire 20 encore. Elle dit « Il le désigne précisément comme celui du non-rapport. Là où le langage et la structure avaient une fonction de capture de l'organisme vivant, le non-rapport apparaît comme la limite de l'emprise de la structure. La parole n'est plus conçue comme communication, mais comme jouissance. En dépit du malentendu qui s'y manifeste, la jouissance de la parole transparaît dans cette rencontre. Vous soulignez la dimension de malentendu dans cette conversation avec Georges Dumézil. On ne parle pas la même langue, dites-vous. Comme vous l'indiquez, c'est un malentendu qui ne trouve pas à se résoudre, mais qui n'en nourrit pas moins le désir de converser. Je trouve que c'est ce qui donne sa valeur à ce numéro. La tonicité des échanges qui y sont rapportés, et comme le disent en introduction Christiane Alberti, Déborah Guterman-Jacquet et France Gégu, le goût palpable des protagonistes pour cet exercice, dans lequel les psychanalystes mettent les constructions de leurs interlocuteurs au défi du réel de l'expérience subjective. Par exemple, celle du désir et de la sexualité dans l'entretien de Dumézil. Et ce qui par effet de retour, il met la psychanalyse aussi. La psychanalyse, finalement, est aussi au défi de ses propres catégories. Je trouve que c'est ça vraiment le précieux de cet ouvrage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense en tout cas qu'il s'agit, quelle que soit la construction symbolique, de la mettre à l'épreuve de la réalité et ou du réel. Donc, a priori, pourquoi la psychanalyse échapperait-elle à cela? Voilà. Et d'autre part, en effet, vous avez vu, j'ai pointé la présence du malentendu, mais j'ai pointé aussi celle de la jouissance.